De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, en ce 30 janvier 2015, bienvenue sur rmc.fr et 01net.com pour De quoi je me mêle. Chaque vendredi, vous le savez, une heure entière dédiée aux nouvelles technologies. Je suis ravi de vous retrouver avec un De quoi je me mêle qui a évolué depuis la semaine dernière, vous le savez peut-être, à la fois la version audio qui, elle, ne bouge pas sur rmc.fr, votre heure entière de nouvelles technologies en audio pour écouter ça au sport ou dans votre voiture ou au travail. Mais la nouveauté, c'est que depuis la semaine dernière, et dorénavant ce sera comme ça tous les vendredis, De quoi je me mêle est aussi en vidéo. Vous pouvez donc voir toutes les personnes qui interviennent dans cette émission, les journalistes, les spécialistes. Donc c'est sur 01net.com et 01net TV que vous pouvez retrouver la version vidéo de quoi je me mêle. Je suis ravi de vous retrouver avec au menu tout à l'heure Pépé Garcia qui sera là. Petite sélection de Pizza Movie et de Blu-ray avec Pépé. On parlera aussi d'OLED 4K, la télévision qui fait rêver tout le monde. Et puis d'une enceinte aussi BenQ assez étonnante avec une qualité de son incroyable. Et puis Victor Jakimovic, lui, viendra avec sa petite sélection de produits high-tech et notamment un masque de ski connecté qu'il a testé pour nous. Ce sera tout à l'heure. Bienvenue dans De quoi je me mêle. Mon Twitter F Sorel bien sûr. La page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et pour débuter donc, c'est notre club de la presse Haïti avec Florence Centro qui est là. Bonjour Florence. Bonjour François. Rédactrice en chef adjointe à Métro News. Vous le savez, elle est là chaque vendredi Florence. Et à ma droite, c'est Jean-Marie Portal. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Ravi de vous retrouver tous les deux donc en version audio ou vidéo. C'est au choix. On va commencer par l'actu vue par Florence Centro. Et puis juste après, on s'intéressera à 01net Magazine de cette semaine en compagnie de Jean-Marie Portal. Florence, on va commencer par les résultats tout simplement bluffants d'Apple. Ouais. Apple a communiqué des résultats financiers, mais inédits. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Aucune entreprise n'a jamais fait ça sur une telle période. Donc c'était les résultats portaient sur le dernier trimestre de l'année, qui est le premier trimestre fiscal d'Apple. Ils ont explosé toutes les prévisions de vente des analystes financiers. Ils ont quand même vendu 74,5 millions de téléphones, toutes iPhone confondu, iPhone 6, 6 Plus, etc. Vous dites 74,5 millions en un an, c'est pas mal. Non, sauf que c'est pas un an. C'est un trimestre. C'est un trimestre, les amis. Voilà, c'est incroyable. En gros, pour Noël, ils ont vendu 74 millions de téléphones dans le monde. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est ce que vend LG en un an. Voilà. Et donc, Apple l'a vendu en 3 mois. C'est tout bonnement ahurissant. C'est ce qu'a fait Samsung aussi. Il a fait le même chiffre sur la même période, mais Samsung a beaucoup plus de modèles différents. Donc voilà. On arrive à un petit bénéfice de 18 milliards de dollars, tout simplement. Un truc sympa. 15-16 milliards d'euros, Je pense qu'ils vont avoir une jolie prime quand même. En progression de 30% sur le trimestre d'une année sur l'autre. Tim Cook va pouvoir racheter sa 32e piscine sans aucun souci, je pense. Et donc on arrive avec des chiffres hallucinants. On est aussi sur le Mac aussi, ça marche bien, plus 14%. Par contre, c'est l'iPad qui est pas bien. Il a perdu moins du 18% de part de marché. Alors Apple dit on n'est pas inquiet. Tout va bien. L'iPad, on mise là-dessus sur la durée, on va dire. Il fait sa petite vie, on continue à développer, etc. Qu'il ne fasse pas des performances hallucinantes, c'est pas très grave. Mais c'est intéressant de voir que l'iPad, qui pourtant a été un produit qui a rencontré un succès phénoménal au début, commence à s'essouffler. On le voit chaque année avec des résultats qui baissent un petit peu à chaque fois. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que un iPad, finalement, on en achète un, on va le garder 3 ans parce que finalement, même s'il y a de nouveaux modèles tous les ans, on n'a pas la motivation nécessaire par rapport aux nouveautés pour l'acheter. Le renouvellement est plus lent qu'un smartphone. On le garde souvent à la maison, donc on le casse moins, sans doute. On le casse moins y a aussi, des choses comme ça. bien sûr. On a besoin peut-être moins de performance, moins de choses que... Et puis c'est peut-être aussi moins indispensable qu'un smartphone. Clairement, Jean-Marie, c'est un gadget. Oui, puis il y a l'iPhone 6 Plus, il y a l'arrivée des grands écrans de smartphones qui font que quand on a un grand écran sur son smartphone, on est moins tenté de dégainer son iPad. Et sinon, comme vous le disiez, effectivement, un iPad, finalement, c'est un peu comme un ordinateur. Le turnover, le taux de renouvellement est forcément plus lent. Et on ne va pas le changer tous les ans. On peut le garder 3-4 ans facilement.
voire plus même. Voilà. Alors très clairement, ce qui a vraiment cartonné, c'était donc les iPhone 6 et iPhone 6 Plus qui ont été lancés en septembre dernier, fin septembre. Comme quoi Apple ne s'est pas trompé. Non, il y avait une vraie demande sur ces surtout le bon choix, en fait, ça a été de faire, c'était le choix de l'écran, où moi j'étais pas forcément hyper convaincu au départ, ça me paraissait gros, et puis finalement on s'y fait. On n'a pas en revanche les détails des chiffres. Hein, non, ils ne donnent jamais de détails entre chaque modèle. Ils continuent à vendre des 5C aussi, ils donnent pas de détails. Mais voilà, taille d'écran qui a notamment cartonné en Asie et on faut le dire aussi en Corée du Sud, sur les terres de Samsung et de LG où ils ont pris 33% de part de marché, ils n'avaient jamais atteint un tel score. En Chine aussi, c'est arrivé, ça cartonne à mort. Donc voilà, c'est une bonne stratégie, on va dire. C'est Samsung qui tire la langue, bien évidemment, on peut le comprendre, parce que si Apple communique d'aussi bons résultats, on peut imaginer, et d'ailleurs ça s'est avéré la réalité. Les résultats sont pas bons pour Samsung. Les résultats Samsung sont moins bons. Samsung qui est pris en étau entre les téléphones très haut de gamme, qui sont complètement cannibalisés, en tout cas les ventes par Apple, et puis vers l'entrée de gamme par les Chinois. Et Samsung a du mal à trouver sa place entre les deux. C'est un vrai problème pour Samsung. Il nous tarde de voir ce qu'ils vont annoncer lors du Mobile World Congress, le Galaxy S6 qui sera présenté donc début mars. On y sera, Florence et Jean-Marie, bien évidemment. Alors ce qui est amusant, c'est que le trésor de guerre d'Apple, aujourd'hui, ils ont une cagnotte, ils ont une tirelire, les amis, mais c'est impressionnant. Ils étaient déjà sur un tas d'or, mais alors là, ça devient hallucinant. C'est 178 milliards de dollars. Donc on s'est un peu amusé cette semaine à calculer ce qu'ils pourraient racheter comme ça. Genre, je sors mon chéquier et on y va. Coucou les amis, j'aimerais racheter 2-3 trucs. C'est possible ou pas? Alors ils peuvent se racheter 14 sociétés du CAC 40 ensemble. D'un coup. Voilà. Tout simplement, du Michelin, du Valeo, du Veolia, tout ce que vous voulez. Ils peuvent se racheter Intel, tout simplement, s'ils veulent quelques processeurs. Ils peuvent s'acheter Amazon, ils peuvent se racheter Disney, ils peuvent acheter L'Oréal, ils peuvent acheter LVMH 2 fois s'ils ont envie. C'est hallucinant. Et même s'ils veulent faire leur marché en termes de start-up, ils peuvent s'acheter à la fois Uber, Twitter, Spotify, Tesla, eBay, Starbucks, etc. Ils ne peuvent pas racheter Google. Non. Google, c'est beaucoup plus Microsoft élevé. Microsoft non plus. Et Facebook? Facebook, non, je crois. Facebook non plus. Je crois que c'est limite. C'est limite, Mais ils sont pas loin. Mais ils sont pas loin. Oui, voilà, il faut qu'ils vendent encore quelques dizaines de millions d'iPhone. Une fois qu'ils ont racheté 2 fois LVMH, ils n'ont plus rien, quoi. Ils n'ont plus une thune. Il doit leur rester. Ils sont à sec. Il doit leur rester 10-20 milliards. Voilà. Oh oui, d'accord. Pour faire le marché le dimanche, quoi. Très bien. On va enchaîner, Florence, maintenant avec d'autres chiffres, ceux de Facebook. On en parlait il y a un instant. Facebook qui a communiqué aussi ses résultats. Alors c'est bien, pas top, mais c'est bien. Ils ont dépassé eux aussi un peu les objectifs sans faire sans faire d'énormes étincelles, mais ça se passe bien. On est à 1,39 milliard d'utilisateurs maintenant. On était à 1,35 3 mois plus tôt. On compte 1,4 milliard d'abonnés sur Facebook. C'est incroyable. L'appli Messenger là, que tout le monde critique, 500 millions d'utilisateurs. 500 millions d'utilisateurs. Ça fonctionne. Mais on le fait tous à contre. Oui, à contre-cœur, mais on le fait. Contre-cœur, parce que franchement là, et d'ailleurs vous regardez la note qu'elle a sur les stores, elle est cassée en deux. Oui. Jean-Marie qui est un spécialiste le sait aussi bien que moi. C'est dingue. C'est une appli qui est détestée par tout le monde, mais on est obligé de l'installer si on veut chatter sur Facebook. Ben oui, puis les gens vous interpellent dessus, donc à un moment ou à un autre, vous êtes bien obligé de l'utiliser, de répondre. Donc dans les 500 millions d'utilisateurs, il faut voir quels sont les utilisateurs vraiment assidus ou les utilisateurs contraints qui, quand on les interpelle, moi aussi je réponds sur Messenger. Même occasionnel. Et puis on nous incite à inviter les autres à télécharger l'appli, etc., etc. Mais c'est des chiffres hallucinants. 3 milliards de vidéos qui sont regardées quotidiennement sur Facebook. Vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus de vidéos sur Facebook. Moi, depuis un certain temps, en fait, quand je scrolle la timeline de Facebook sur mon smartphone, j'ai plein de vidéos qui se lancent, alors qu'avant, c'était pas le cas. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous pouvez interdire que les vidéos se lancent automatiquement. Ça, c'est un petit paramètre. On a fait un petit article pour expliquer ça. Mais ça change véritablement le contenu éditorial de Facebook. Maintenant, on a plein de vidéos de n'importe quoi d'ailleurs. Souvent, oui. Voilà, surtout si vous êtes ami avec Jean-Marie Portal. Mais...
Non, mais c'est drôle. Je ne comprends pas l'allusion. Mais ça devient une espèce de YouTube. Enfin, moi, en tout cas, quand je regarde ça, ça devient une espèce de d'éditorial de vidéo. Voilà, Rémi Gaillard, Norman. Exactement. C'est assez étonnant. Florence. Tout à fait, oui. Facebook qui, on le disait à l'instant, fait partie des applis les plus téléchargées de l'année 2014. Il y a eu un classement qui a été réalisé par une société qui s'appelle App Annie qui surveille tous les téléchargements, on va dire, sur toutes les plateformes. Et c'est pas compliqué. Sur le top 10 des applis les plus téléchargées au monde, Facebook en met 4 dedans. Et c'est les 4 premières. Donc on est avec Facebook Messenger forcément qui était petit nouveau, donc ça y est allé fort. Facebook, ensuite on a WhatsApp qui a été racheté par Facebook l'année dernière, et puis on a Instagram. Donc voilà, on a les 4 premières applications téléchargées en 2014 qui appartiennent à Facebook, c'est ça? Ouais, exactement. Cool. Pas mal. Et en France aussi, elles sont dans le top 10, peut-être pas dans cet ordre-là forcément, mais voilà, on peut les voir. Mais elles sont aussi dans le top 10. C'est plutôt pas mal. Alors, on a Shazam, on a Instagram, donc. Oui, c'est du réseau social à mort. Voilà, ce qui est assez marrant, c'est Dubsmash qui est top 8. Il y a Sisplay aussi, donc bravo pour M6. Oui, la nouvelle appli qui est sortie l'année dernière. Voilà. Et puis Le Bon Coin, voilà, indispensable pour vendre sa vieille commode. Ça marche toujours. Oui, sachant que dans ce classement, c'est le classement 2014, donc on va sans doute avoir des épiphénomènes comme Dubsmash. Il faut voir si ça va perdurer dans le temps. Oui, voilà. Non, je pense pas, mais c'est assez marrant qu'en France, que ça monte aussi haut, alors qu'au niveau mondial. C'est un peu comme Flappy Bird, quoi. Voilà. C'est un truc qui va cartonner pendant plusieurs mois, qui va peut-être rentrer dans le top 10 parce qu'il y a eu une masse de téléchargements, mais qui l'année d'après disparaît. Voilà. Alors que on sait que Facebook, Twitter, c'est des valeurs sûres entre Exactement. guillemets. Mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'y a pas un seul jeu en fait. Ouais, c'est étonnant. Il n'y a pas de jeu parce qu'il n'y a pas eu d'énorme jeu qui a éclos l'année dernière. Il y a Candy Crush. Non, mais à croire que le jeu, c'est peut-être second. Enfin, c'est pas que c'est secondaire sur un smartphone, mais c'est ce qu'on installe après les réseaux sociaux, les applis photos, les applis de communication genre Skype, WhatsApp ou même Shazam, qui est indispensable. Et puis les messageries, c'est beaucoup plus intergénérationnel que les jeux. Les messageries. Peu importe l'âge que vous avez, vous allez la télécharger. C'est vrai, tout le monde télécharge WhatsApp ou Facebook aujourd'hui. On enchaîne avec Samsung. On évoquait Samsung il y a un instant. Samsung qui prépare évidemment sa riposte avec un Galaxy S5 qui a été quand même qui a rencontré un succès en demi-teinte, pour pas dire un échec. Il s'en est pas vendu autant que Samsung l'espérait et donc il prépare la contre-attaque avec le Galaxy S6. Le S5 était un bon voire un très très bon téléphone. Il était puissant et tout, mais il n'a pas eu ce succès-là. Le design, des choses comme ça qui ont moyennement plu. Il était un peu fade, on va dire. C'était un téléphone un peu fade. Pas très révolutionnaire, on va dire. Ils ont mis beaucoup de choses dedans, mais bon, après... Et donc là, on commence à voir des petites fuites concernant le Galaxy S6. Est-ce que c'est la véritable photo qu'on voit ici ou est-ce que... Alors qu'on voit si vous nous regardez en vidéo, parce que rappelons que, évidemment, pour tous ceux qui sont en audio, imaginez un petit peu à quoi il peut ressembler. Si on peut le décrire, qu'est-ce qui change en fait? Les bords sont plus tranchants, on va dire, un peu comme l'iPhone 5S l'était avant. Il ressemble un peu au Galaxy Alpha aussi ou pas? Oui, je dirais un petit quelque chose. C'est assez. Enfin, j'aimerais bien voir le devant en fait, parce que là on voit que l'arrière, avec la présence notamment de l'appareil photo qui est assez importante. Ça vu comme ça, il fait penser à un 4S, je trouve. Oui, c'est vrai. Voilà, en plus grand, mais avec le cerclage métallique. C'est peut-être un fake, mais c'est peut-être un fake. Voilà, c'est ça. Mais ça, apparemment, ça correspond à quelques mock-ups de coques et de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info alors concernant ce Galaxy S6? On a des specs ou pas déjà? Alors on parle d'une puce, d'un processeur qui serait maison. Ils auraient lâché Qualcomm. Qualcomm n'a pas confirmé ça, mais ils ont annoncé qu'ils avaient perdu un gros client. Alors, est-ce que c'est Samsung ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, Qualcomm? On ne sait pas. Mais on parlait d'un processeur maison chez Samsung, donc ça pourrait arriver. Et en fait, c'est un gros client qui va apporter un manque à gagner quand même à Qualcomm de 800 millions de dollars. Donc, ce n'est pas un petit client. Voilà. Et donc, on peut imaginer que le prochain processeur de ce Galaxy S6 ne sera pas un Qualcomm, ce ne sera pas un Snapdragon, ce sera peut-être un processeur maison, puisque on le sait, Samsung fait ses processeurs. Et à la façon de ce que fait Apple, et ça permet de le tailler vraiment à la façon dont on le veut, etc. Mais d'ailleurs, Samsung fabrique en partie le processeur des iPhones. Il y a toujours véritablement des associations technologiques entre ces deux sociétés qui, on le sait,
mènent une concurrence incroyable, hein, mais malgré tout, ils ont des accords. Ce qui est intéressant, ça va pas être tant sur on va dire les composants internes, mais ça va être sur tout ce qui est autour, c'est-à-dire le logiciel. Apparemment, Samsung aurait revu son logiciel. TouchWiz. Voilà, ils auraient enlevé pas mal de choses qui étaient un peu gênantes, qui étaient un peu trop de fioritures, on va dire. Et puis, ça viendrait avec des accessoires, pas mal d'accessoires. Évidemment en option, les tarifs on verra, mais des choses assez intéressantes, notamment par exemple une coque sur laquelle il y aurait le dos serait en encre électronique, donc on pourrait avoir pour faire de la lecture, lire un livre dans le métro ou autre. On va en parler dans un instant avec Jean-Marie, un autre téléphone. Voilà, c'est comme le Yotaphone russe, ça serait le même principe, mais une coque supplémentaire. Il y aurait notamment aussi des objectifs qu'on pourrait, on va dire, coller à l'appareil photo. Donc, il y a toute une série d'accessoires. Un écosystème qui sortirait avec ça et qui serait bien plus riche que ce que n'était actuellement. J'espère qu'ils changeront le capteur d'empreinte parce que c'est vrai que c'était une catastrophe sur le Galaxy S5. Ça aussi, c'est une question. Espérons qu'il y ait un capteur d'empreinte qui fonctionne. Est-ce qu'on passe à un capteur d'empreinte un peu à la façon d'Apple ou pas? C'est ce qui fonctionne quand même beaucoup mieux. À voir. Ouais. Mais à noter que, là encore, ce sont des rumeurs qui circulent sur le web. Apple vendrait tellement de smartphones avec des capteurs d'empreinte qui en fait bloquerait si vous voulez, la production pour les concurrents. En fait. Voilà, parce que c'est une marque bien spécifique qui réalise ce capteur d'empreinte pour Apple. Et en fait, Apple a rempli tellement les commandes que ce constructeur ne peut que fabriquer pour Apple et les autres se retrouvent avec des miettes. Quoi. Soit il faut qu'ils mettent au point leur propre lecteur. Vous vous rendez compte, 74 millions de smartphones en un trimestre. C'est tout bonnement hallucinant. Merci Florence. Merci François. Florence Centraux, donc rédactrice en chef adjointe de Metro News, donc version papier bien sûr, tous les jours, mais aussi sur le web et sur les applis mobiles. Tout à fait. Florence, évidemment, vous restez là. Jean-Marie Portal est avec nous. On va s'intéresser maintenant aux enchères en ligne. C'est l'un des sujets, des gros dossiers de 01net Mag de cette semaine. Tout à fait, les enchères en ligne. Et quand je parle d'enchères en ligne, ce ne sont pas les enchères telles que vous les imaginez sur eBay. Hein. Quand on parle d'enchères, on est un truc qu'on connaît bien. Un peu de sa superbe d'ailleurs, hein, parce qu'on se rend compte que eBay fait de moins en moins. Enfin, il y a toujours des ventes avec les enchères, mais on peut acheter maintenant de manière immédiate sur eBay et la plupart des gens font ça. Quoi. Oui, et puis ils ont été pas mal concurrencés aussi par Le Bon Coin, enfin d'autres sites qui ont facilité l'achat par petites annonces. Non, là, on va parler plus exactement des enchères en live. On n'est plus dans les enchères en ligne. Les enchères en live, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une séance de vente aux enchères dans une vraie salle de vente, François. Non, mais j'ai déjà vu des retransmissions à la télé. Et c'est assez impressionnant. Voilà. Ça donne envie d'y aller. Et bien maintenant, vous pouvez y participer depuis votre canapé, depuis le bureau, même en ligne. Donc ce sont des salles de vente. Il faut avoir du temps au travail pour faire ça. Oui, enfin vous pouvez faire ça de chez vous. Et vous allez participer donc aux enchères en suivant en direct, vous allez voir en vidéo ce qui se passe dans la salle. Et donc dans la salle, par contre, là, eux, ils voient si vous enchérissez sur un Il suffit de cliquer sur un petit bouton pour enchérir. Alors, forcément, il y a le catalogue de l'enchère, donc vous allez choisir sur quel objet vous allez enchérir. Il va falloir attendre que l'enchère arrive. Et à ce moment-là, le doigt posé sur la souris ou sur votre clavier. Lorsque vous voulez enchérir, vous allez taper un montant d'enchère ou alors vous allez cliquer sur un pas d'enchère. Et en salle, votre enchère va s'afficher et va être prise en compte comme quelqu'un qui lèverait la main en salle. C'est révolutionnaire parce qu'en fait, ça veut dire que n'importe qui peut acheter n'importe quoi, même s'il est à l'autre bout du monde. Il n'est plus obligé d'être physiquement présent dans une salle d'enchères. Exactement. Et vous pouvez... ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les grandes salles le font. Drouot, par exemple, retransmet en live comme ça ses enchères. Il y a un gros site qui s'est spécialisé dans ce domaine qui s'appelle Interenchères, qui lui rassemble plusieurs salles de vente comme ça. Et vous pouvez choisir à quelle enchère vous allez participer. Alors bien évidemment, pour participer à une enchère en live, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance, c'est-à-dire qu'il faut aller sur ces sites pour consulter le programme des enchères à venir, consulter le catalogue de l'enchère pour voir s'il y a des objets qui vous intéressent. Et puis vous inscrire aussi suffisamment à l'avance, parce que sur certaines enchères, il faut s'inscrire au minimum 2 jours avant pour donner un certain nombre de garanties. Il faut délivrer son identité, généralement donner ses coordonnées bancaires, parce que quand on va surenchérir, bien évidemment, pour que ça soit pris en compte, il ne faut pas fausser l'enchère non plus. L'inscription n'est pas payante ? Non, généralement, c'est pas payant. Par contre, vous allez payer. Mais là, il faut réfléchir quand même avant d'acheter, parce que là, ça va être très facile d'un clic
de pouvoir surenchérir et après de se retrouver. Comme dans la salle, non? Voilà, c'est ça. Comme dans une vraie salle. Avec ce genre de choses, je pense. Il faut se fixer un montant. Il ne faut pas jouer, il faut aussi connaître certaines règles. C'est-à-dire que lorsque vous enchérissez comme ça en live, c'est comme dans une salle. Il y a, ce que vous allez payer, c'est le prix plus généralement une commission. De 25%, donc le prix augmente. Et puis, autre petit détail aussi à ne pas oublier quand on enchérit comme ça sur Internet et donc à distance, c'est que il ne faut pas oublier que s'il y a de la distance, ça veut dire que derrière, il y a du transport. Et que vous allez devoir rajouter des frais de port. Alors, si vous avez gagné une petite cuillère en argent, voilà, ça va pas vous coûter très cher. Par contre, si vous avez acheté un immense tableau ou un meuble, là, ça peut vous coûter très très cher. D'accord. Ça peut se compter jusqu'à quelques centaines d'euros de transport pour arriver jusqu'à chez vous. Donc, il faut aussi anticiper ce problème-là. Il y a un instant, avec Florence, on parlait des rumeurs, des dernières rumeurs concernant Galaxy S6, qui aurait peut-être, on va dire, sur son dos, un petit écran une coque, donc, en encre électronique. Une coque optionnelle. Voilà, une coque optionnelle. Et ben, ça existe déjà, Florence, on le sait. Hein, on a déjà vu ça sur un smartphone qui s'appelle le Yotaphone. C'est un smartphone qui vient de Russie et que vous avez testé à la rédaction de 01net Magazine. Oui, c'est même le Yotaphone 2. Parce que le premier était sorti en 2013. Bon, il n'avait pas vraiment marqué les esprits. Mais c'est vrai qu'il avait interpellé tout le monde parce que c'était le premier smartphone avec un écran de chaque côté. Voilà. Exactement. Et c'est toujours le principe du Yotaphone 2, donc, qui vient de sortir, avec d'un côté donc, un écran classique LCD. On va dire qu'au niveau des composants, c'est tout à fait correct. Hein, c'est processeur. On le voit pour tous ceux qui nous regardent en vidéo, on voit à quoi il ressemble ce téléphone. Voilà. Pour les autres, imaginez-le. D'un côté, vous avez un écran traditionnel couleur et de l'autre côté, un écran à l'encre électronique. Voilà. Donc, pour le téléphone en lui-même, on va en venir à l'écran à encre électronique. Le téléphone en lui-même, on va dire que c'est un milieu de gamme. Hein. En termes de puissance, il n'arrive pas à la cheville d'un iPhone 6 ou d'un Galaxy S5. Par contre, c'est un bon milieu de gamme. Et donc, d'un côté, l'écran LCD en Gorilla Glass 3, donc très résistant. Et de l'autre côté, un écran à encre électronique. Alors, à quoi ça sert ? Eh ben, ça peut servir à plusieurs choses. D'une part, ça peut vous servir de liseuse électronique. Donc, en plein soleil, vous allez pouvoir lire un livre comme sur une liseuse. Donc, vous avez un appareil 2 en 1, mais vous allez aussi pouvoir consulter vos mails, vous allez pouvoir même surfer sur Internet si vous le voulez. Alors, bien évidemment, vous n'aurez pas la même réactivité que sur un écran LCD classique, hein, ça va être un petit peu plus lent, mais l'intérêt, c'est que ça va booster en fait l'autonomie de votre smartphone, puisque lorsque votre batterie va arriver dangereusement, on va dire au 10% par exemple, vous allez pouvoir décider de basculer automatiquement juste sur l'écran à encre électronique, continuer à recevoir vos mails, continuer à répondre à vos SMS, continuer à voir qui vous appelle et les prendre, mais sans consommer donc l'énergie que prend votre écran normal LCD, et donc prolonger finalement la durée de vie de votre batterie pour tenir jusqu'à la fin de la journée si vous n'avez pas une prise électrique juste à côté de vous. Bon, le problème, c'est qu'il coûte quand même relativement cher, non, ce smartphone ? Le problème, c'est qu'il coûte, c'est russe, hein, il coûte 700 € environ. Donc c'est pas donné, effectivement. Après, c'est le prix fabricant. C'est le Poutine Phone. C'est le prix constructeur. Il vient de sortir. Il faut voir les prix, ça évolue très vite dans le temps. Donc on peut s'imaginer qu'on va le trouver facilement à peut-être 500-600 € d'ici peu de temps. C'est quand même un appareil bien fichu. Alors, revers de la médaille, vu qu'on a un écran des deux côtés, c'est pas la peine de mettre une coque dessus parce que sinon, ça sert à rien, autrement ça marche plus. Ça ne sert à plus rien. Très bien. Et pour la petite histoire, ça a donné des idées à des fabricants de coques qui sont amusés à faire des coques avec un écran à encre électronique pour des iPhones ou pour d'autres smartphones. Bon. Sauf que c'est pas intégré de la même façon avec le smartphone. Là, c'est vraiment tout est intégré et vous avez toutes les fonctions de votre smartphone sur cet écran. Voilà, le Yotaphone 2. Donc, merci beaucoup Jean-Marie Portal. Merci François. Vous pouvez retrouver ça, c'est page 52 du 01net Magazine de cette semaine. Florence, Jean-Marie, merci beaucoup. Merci François. Merci François. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, vous le savez. De quoi je me mets avec le club de la presse IT chaque vendredi après-midi. Vous restez avec nous, De quoi je me mets ne fait que commencer. Tout à l'heure, ce sera Victor Jakivovic qui me rejoindra. Et dans un instant, regardez-le, il est là. Est-ce qu'on le voit ? Ouh là là, on le voit bien ou pas ? Non, on le voit pas. Vous allez voir, on va le voir. Hop, il va arriver, il est là. Ouais.
c'est Pépé Garcia dans un instant. Il va venir et il va nous présenter pas mal de nouveautés. Oui, Pépé, t'as intérêt en plus. Hein. Une enceinte Bluetooth BenQ, on va parler d'Ultra HD OLED et puis aussi une petite sélection de Blu-ray. Donc vous restez là, c'est tout de suite dans De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.